Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous à YouTube et sur Zoom aussi. Alors ce soir, oui, le titre de l'exposé, Liberté ou surveillance de masse. Alors voilà, je voulais faire passer un message ce soir. C'était un peu, voilà, euh, il existe une autre réalité possible concernant les choix que nous faisons au quotidien à Internet et les clients mail, les navigateurs d'Internet, les moteurs de recherche et tout ce qu'on utilise au quotidien. C'était pour moi faire passer un message ce soir qu'il existe des choix et des possibilités d'une autre réalité, du choix de vos applications, de vos clients mail, des navigateurs d'Internet ou moteurs de recherche que vous pouvez utiliser, et des systèmes opératifs aussi notamment. Il existe une multitude de choix. Donc, je voulais partager avec vous différentes options et en fonction de si vous êtes professionnel, c'est sûr que peut-être vous êtes lié à un certain logiciel. Si vous êtes un utilisateur qui utilise Internet pour voir son mail, pour faire des PowerPoint ou des documents Word et voir des vidéos sur YouTube, il existe aussi des options en système opératif et en navigateur qui sont bien spécifiques et même très puissants pour ce faire. Donc, je vais commencer mon exposé. Voilà. Donc, depuis environ 20 ans, notre fascination et admiration pour les technologies de communication nous ont happés. Hein, elles nous ont constamment attirés. Donc, Internet, le téléphone portable, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Il faut savoir qu'il y a environ 3,5 milliards de smartphones dans le monde, comme disait Élise Girardi lors de son exposition sur les ondes, qui parlait des téléphones portables. Il y a 4,8 milliards de portables sans application ni de système opératif très complexe. Hein, donc, ça représente quand même 61,48% de la population mondiale. Donc, il y a énormément de technologies qui arrivent au quotidien et qui nous ont happés, comme je disais dans l'introduction, hein, qui sont là et on est tous émerveillés et on s'est un peu laissé entraîner par cette chose merveilleuse aussi qui nous a permis à nous connecter à l'information, à des enseignements, à des formations et qui sont des outils très puissants. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour introduire un petit peu le sujet de ce soir, pour mettre un peu le contexte. Donc, il y a une estimation dans la période comprise entre 2010 et 2023 sur la quantité d'ordinateurs, de portables, de tablettes qui se sont vendus dans le monde. Et je vais donner ces chiffres. Donc, c'est environ 122 millions de tablettes vendues en 2019. Il y a 166 millions de PC portables vendus. Et en tout, aujourd'hui, on compte plus de 2 milliards d'ordinateurs vendus en 2019. Donc, j'ai mis une photo un peu pour illustrer que voilà, l'ordinateur, ça a été quelque chose qui est un outil extrêmement obsolète, qui a été fabriqué avec des fins obsolètes. Donc, vous voyez une décharge pleine d'écrans, avec plein de tours et de composants électroniques. Qui reflète un petit peu cette mode, cette nouvelle technologie qui est arrivée et qui a évolué très vite. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se pose certaines questions par rapport à cette utilisation et de savoir si on est simplement dans une mode ou qu'on a vraiment choisi consciemment nos éléments. Alors, je vais parler un peu des systèmes opératifs. Donc, on parlait d'ordinateur, on parlait de téléphone portable, et là, je vais parler un peu des systèmes opératifs. Donc, dans le monde, en termes de système d'exploitation ou système opératif, le monopole de Windows est là avec 77% de systèmes opératifs Windows installés dans les ordinateurs, que ce soit portable ou ordinateur sur la table, hein, un poste fixe. Après, c'est suivi du système OS X, donc de Apple,
avec 18,42%. Après, il y a une catégorie qui est un peu indéfinie, qui est en troisième place avec 1,8% de systèmes opératifs tournant dans le monde. Donc, on pourrait penser que ces systèmes opératifs appartiennent à une catégorie de peut-être des systèmes opératifs qui sont pour gérer des systèmes bancaires, des systèmes financiers, des informations, voilà, qui ont besoin d'une extrême sécurité et qui ne sont pas classifiés pour autant, hein. Donc après, dans le monde, on a quatrième position, on a Linux. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de Linux et ses nombreuses distributions qui occupent le quatrième poste avec 1,68% de systèmes opératifs installés et utilisés dans le monde. Après, il y a Chrome. Donc Chrome qui récemment a lâché un système opératif pour les portables qui occupe la cinquième place avec 1,07%. Et pour ce qui fait de la France, donc en France, on est avec des chiffres un peu différents, mais néanmoins, on voit les mêmes algorithmes un petit peu, donc avec 71%, presque 72% avec Windows. On voit avec les systèmes OS, donc OS X de Apple, 24,5%, Linux avec 1,80%, presque 2%. Et bon, comme je disais tout à l'heure, de systèmes qu'on ne connaît pas trop, hein, de systèmes opératifs qui occupent la quatrième place avec 1,4% et Chrome avec 0,37%. Donc, on voit tout un schéma de différents systèmes opératifs, mais on voit clairement qu'en fait, il y a un schéma, on voit un système opératif, donc celui de Microsoft, qui est au premier lieu. On pourrait se demander aussi pourquoi est-ce qu'il est en premier lieu. C'est vrai qu'il y a un grand monopole avec Windows. Chaque fois qu'on achète un ordinateur, chaque fois qu'on prend un ordinateur, que ce soit qu'on l'achète online ou qu'on l'achète dans un magasin spécialisé, il y a la plupart du temps installé dans cet ordinateur le système opératif Windows. On voit l'étiquette dessus et c'est un système opératif qui n'est pas du tout gratuit parce qu'on le paye quand on achète l'ordinateur. Ça peut être entre 50 et 120 euros de différence si on souhaitait acheter un ordinateur sans Windows. Et ça, il faut le savoir. Donc, Windows, le Mac OS X, ce sont des systèmes opératifs qu'on va dire propriétaires. Et il y a une alternative à ces systèmes propriétaires que l'on paye, qui sont absolument que les entreprises, on va dire, contrôlent tout le système de développement de ces systèmes opératifs. Il y a une alternative qu'on appelle open source. Alors, qu'est-ce que l'open source? On va parler un petit peu voilà. Il y a la différence entre l'open source et on va dire le système, le logiciel propriétaire. Donc, l'open source, c'est un contenu de manager de système, on pourrait dire. Donc, en anglais, ils appellent ça Content Management System. Et c'est vrai pour n'importe quel logiciel. Le code source, quand c'est open source, il est disponible d'accès, sans frais supplémentaires, à tout le monde, sans restriction. Tout le monde peut le modifier et le redistribuer librement. Et il ne limite pas le contenu qui peut être présenté. Donc, après, comme je disais, il y a le système propriétaire. Et là encore, c'est vrai pour n'importe quel autre logiciel qui est dit propriétaire, si ses conditions d'utilisation limitent son utilisation, son étude, sa modification et sa duplication, voire même sa diffusion, eh ben, la plupart sont peut-être payants, mais pas forcément, hein. En revanche, le code source n'est pas accessible. Et ils sont produits par une entreprise, une société qui maîtrise tous les aspects du développement de la distribution. Alors, je voudrais me pencher plus spécifiquement sur le open source ce soir, parce que je pense que l'open source, il est très intéressant et il a une philosophie qui, je trouve, qui correspond énormément avec la philosophie de beaucoup d'entre nous, notamment aussi, on pourrait parler du CNT, hein, le pouvoir par le peuple, du peuple, pour le peuple.
hein. Donc, je vais donner une petite désignation du open source selon Wikipédia. Donc, la désignation open source ou code source ouvert s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. Mis à la disposition du grand public, ce code source est généralement le résultat d'une collaboration entre programmeurs. Après, il y a un mouvement du open source qui s'est développé en parallèle du mouvement du logiciel libre qui prône des valeurs philosophiques et politiques de justice. L'open source se focalisant sur des considérations techniques de développement logiciel et ne s'opposant pas à l'utilisation de systèmes intégrés combinant logiciel propriétaire et logiciel open source. Dans la pratique, toutefois, la très grande majorité des logiciels open source sont également libres. L'exception la plus notable étant les logiciels pratiquant la tivoisation. L'open source a déjà investi tous les grands domaines du système d'information des administrations françaises. Environnement serveur, les domaines applicatifs, même le rang que les solutions propriétaires dans le paysage des logiciels du secteur public. Les décideurs effectuent d'ailleurs de plus en plus le choix à partir d'un jugement éclairé en comparant systématiquement solutions propriétaires et solutions libres. Donc, après, on pourrait se poser des questions. Oui, mais pourquoi le monopole, du coup, appartient à Windows s'il y a des systèmes open source qui sont liés à une communauté, qui ne sont pas liés seulement à une entreprise? Et c'est vrai que peut-être que c'est parce qu'on n'a pas les informations concernant l'open source et qu'on paye un système opératif sur un ordinateur parce que c'est ce qui se fait, tout simplement, hein. On achète un ordinateur, on n'a pas forcément les informations, et puis ça nous convient parce qu'aussi on va dire, on a nos amis, on a une communauté autour de nous qui ont l'habitude d'utiliser certains programmes. Donc voilà, on a toujours vu tout le monde sur Windows ou sur Mac, et du coup peut-être que voilà, on se pose pas plus de questions parce que c'est vrai que c'est pour avoir un coup de main, tout le monde dispose d'un Mac ou d'un Windows. Donc, je vous propose donc de jeter un œil sur d'autres systèmes opératifs plus performants. Alors là, c'est mon point de vue. Après avoir testé, j'ai travaillé sur Windows, j'ai travaillé sur Mac, j'ai travaillé sur Linux. Et après une expérience, je me suis quand même fait une petite conclusion et j'ai sélectionné quelques systèmes opératifs à vous présenter ce soir. Donc, en plus, l'avantage, c'est que, par exemple, certains systèmes opératifs, vous savez, peut-être sur Mac, on n'a pas besoin d'antivirus. Voilà, je voulais vous présenter quelques différentes alternatives par rapport à Windows ou à Mac. Donc, est-ce qu'on voit mon PowerPoint? Ouais. OK. Donc, Linux, excellente alternative, même une des principales. Donc, le noyau de Linux a été créé en 91 par Linus Torvald. C'est un logiciel libre. Les distributions Linux ont été et restent un important vecteur de popularisation du mouvement open source. À l'origine, le noyau Linux a été développé pour les ordinateurs personnels compatibles PC et devait être accompagné des logiciels GNU pour constituer un système d'exploitation. Les partisans du projet GNU promeuvent depuis le nom combiné de GNU Linux. Donc la plupart du temps, vous allez voir des distributions GNU Linux depuis les années 2000. Donc le noyau Linux est utilisé sur du matériel informatique allant de téléphone portable, comme avec Android, et jusqu'au super ordinateur. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Linux, basiquement, les gros ordinateurs qui gèrent des réseaux, des serveurs et tout ça, tout est sur Linux. Et c'est notamment, par exemple, avec Android, comme je vous parlais, qui équipe plus de 80% des smartphones. Alors, j'ai fait un petit tri de quelques distributions parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de distributions Linux. Il y a beaucoup de différentes distributions Linux. Il y en a tellement d'ailleurs que toutes les présenter n'auraient aucun intérêt. Par contre, j'en ai sélectionné quelques-unes qui va de l'utilisateur d'ordinateur qui est simplement se connecte à Internet pour regarder ses mails, pour regarder des vidéos sur YouTube et pour faire quelques travaux ofimatique, donc un peu de Excel, un peu de PowerPoint, un peu de Word. Et il existe toute une gamme
donc jusqu'aux aussi aux utilisateurs les plus avancés, les professionnels, vraiment les gens qui vont basiquement qui connaissent la programmation, qui connaissent voilà, les développeurs et puis ceux qui ont des concepts, qui créent des concepts. Hein. Donc voilà, donc le premier, c'est l'Ubuntu Linux. Je pense que c'est pas. Il y en a beaucoup d'entre vous sûrement qui le connaissent, Ubuntu Linux. Donc, c'est une distribution qui a été développée, qui est originaire d'Afrique du Sud. Et son nom, en fait, pourrait être traduite par je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Et Ubuntu, c'est une des distributions les plus populaires de Linux. Et ce qui est pratique avec Ubuntu, c'est que bon, quand on a l'habitude, ceux qui sont un peu connaisseurs d'entre vous, qui ont galéré sur Windows, parce que quand on a une nouvelle imprimante, il faut chercher les drivers, ou on a fait un récente formatage du disque dur, on a installé Windows et on se passe 3/4 d'heure ou 1 heure ou une demi-journée à retrouver tous les drivers pour faire marcher l'imprimante, le micro, les cartes son et tout ça. Linux, on branche et ça fonctionne. D'accord? Donc, Ubuntu, c'est une des distributions. Après, je voulais vous présenter aussi Linux Mint. Linux Mint est une excellente petite distribution. C'est un système d'exploitation GNU Linux gratuit créé en 2006 à partir d'Ubuntu, lui-même basé sur Debian. Donc, ce système, il est conçu pour des ordinateurs individuels au même titre que Windows ou Mac et s'affirme comme un système moderne, élégant et confortable, à la fois puissant et facile d'utilisation. Et c'est vrai que il y a beaucoup de préjugés des fois. On se dit oui, mais moi j'ai été toute ma vie sur Mac ou sur Windows. Et en fait, changer de système opératif pourrait être compliqué. Et en fait, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation, retrouver un petit peu où se cachent tous on va dire les applications, les préférences on va dire personnaliser son entourage. Hein. Mais c'est comme un peu tout, hein, quand on change d'application, quand on change de système opératif, il y a toujours un temps d'adaptation. Euh, Linus Mint a été créé par Clément Lefebvre. Le projet est actuellement maintenu par l'équipe Linux Mint et la devise et la distribution, et c'est From Freedom Came Elegance. Et du coup, on peut traduire en français de la liberté vint ou naquit l'élégance. Donc voici pour Linus Mint. Euh, Maintenant, je vais vous présenter le Debian. Donc, le Debian, bon, ben, c'est un peu, on va dire, c'est l'architecture mère sur laquelle beaucoup de distributions de Linux se sont basées, même la plupart. Donc, Debian, c'est un peu, on va dire, comme la roche mère, la base, la fondation en quelque sorte, pour le dire d'une manière vulgaire, hein, parce que je sais que sûrement d'entre vous, il y a des grands professionnels et je ne voudrais pas dire de bêtises ce soir. Donc, Debian, c'est une organisation communautaire et démocratique dont le but est le développement des systèmes d'exploitation basés exclusivement sur les logiciels libres. Debian est utilisé comme base à de nombreuses autres distributions telles que Linux Mint, Ubuntu, qui rencontrent actuellement un très grand succès. Après, bon, on a Fedora. Fedora, c'est une autre distribution. Hein. Donc là, il faut dire aussi que là, je complexifie un petit peu chaque fois le système opératif. Hein. Donc, d'un utilisateur lambda qui fait ses recherches sur Internet, qui regarde YouTube, qui fait ses Word et c'est tout, jusqu'à de plus en plus monter avec des niveaux de connaissances avec le système opératif, être à l'aise avec les commandes dans le terminal ou même être professionnel dans la sécurité de réseau. Hein. Donc, chaque fois, on va monter de plus en plus de niveaux. Donc, le Fedora, c'est développé par le projet Fedora et sponsorisé par l'entreprise Red Hat. Red Hat, c'est une autre distribution Linux encore, hein, donc, qui lui fournit des développeurs ainsi que des moyens financiers et logistiques. Donc, basiquement, voilà, on a encore Fedora. Elle a contribué largement sur les projets en amont tels que le noyau de Linux, GNOME qui, on va dire, tout l'aspect visuel, graphique du bureau des distributions Linux. Il y a le Network Manager, le Package Kit, le Pulse Audio, le Wayland. Ils ont été très nombreux. Et puis la célèbre suite de compilateurs GCC pour les programmateurs. Donc voilà. Après, il y a le Red Hat. Donc, le Red Hat, c'est une distribution Linux, pareil, encore une, qui est sortie en 1994. Et
Red Hat, c'est l'inventeur du système de gestion de paquets. Alors, c'est RPM pour ceux qui ont un peu plus d'expérience avec Linux. Hein, donc, c'est Red Hat Package Manager en 95. Donc, c'était le Red Hat Linux 2.0. Donc, voilà encore une distribution. Hein. Donc, Red Hat Linux est plus souvent utilisé, on va dire, peut-être pour les gens qui font pour les entreprises, peut-être, ou pour les gens qui font vraiment de la gestion de documents ou de fichiers beaucoup plus euh, 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 on va dire, délicat. Hein. Donc voilà. Après, après Red Hat, donc aussi, je voulais vous présenter Kali Linux. Alors, Kali Linux, c'est autre chose. Kali Linux, c'est vraiment l'objectif de Kali Linux, c'est de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires au test de sécurité d'un système d'information, notamment le test d'intrusion. Et ça, en fait, ce sont faits pour vraiment les professionnels qui vont être, on va dire, qui vont travailler ensemble avec des entreprises pour tester l'efficacité de différents systèmes de protection. Donc, c'est des gens qui ont, avec Kali Linux, ce système opératif, on a plein d'outils qui nous permettent en fait de faire des tests d'intrusion dans des systèmes de sécurité, comme dans des firewalls ou dans des entreprises des serveurs qui soi-disant impénétrables, ou même dans des systèmes opératifs, dans n'importe quel type de test de sécurité. Donc là, c'est une utilisation très avancée de Linux. Hein. Donc ça, c'est vraiment les pros. Et après, il y a quelque chose qui est, voilà, qui est un peu différent, mais que je voulais quand même présenter. Ça s'appelle Cube. Cube, c'est le système opératif Cube est un système d'exploitation de bureau axé sur la sécurité. Pareil. Mais c'est pas fait pour les programmateurs professionnels qui veulent tester des systèmes dans le sens littéral du thème. Hein. C'est plutôt, en fait, c'est basé sur des machines virtuelles. Et en fait, c'est que les utilisateurs interagissent avec Cube de la même manière qu'ils le feraient avec un système d'exploitation de bureau ordinaire, mais il y a quelques différences essentielles en fait. Chaque domaine de sécurité, donc on appelle ça un cube, est identifié par une bordure de fenêtre de couleur. Donc ça nous permet aussi de nous identifier personnel, travail, navigation Internet par exemple. Hein. Et en fait, tout est basé sur des machines virtuelles. Les apps sont des machines virtuelles utilisées pour héberger les applications et voire même tout le périphérique. Donc, c'est-à-dire on peut mettre par exemple tous les connecteurs USB sur une machine virtuelle, on peut mettre le navigateur Internet sur une machine virtuelle, on peut mettre, voilà, c'est comme si on utilisait plusieurs ordinateurs, voilà, entre guillemets, plusieurs ordinateurs pour utiliser différentes applications ou périphériques pour assurer un maximum de sécurité. Donc ça aussi, voilà, c'est très utile. Donc après, ce système aussi, il y a Edward Snowden qui en a beaucoup parlé. Donc lui, il trouvait ça très chouette qu'on puisse mettre un tel niveau de sécurité en fait. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous faire une présentation des différentes distributions que j'ai choisies parce qu'il y en a tellement que c'est vrai que il y en a plus d'une centaine de distributions différentes de Linux. La plupart des distributions de Linux sont gratuites, sont téléchargeables sur le site internet. Donc, si vous voulez télécharger Ubuntu, vous avez le site internet d'Ubuntu en français avec une documentation très complète. Vous pouvez télécharger le système opératif, le mettre dans une clé USB, formater votre disque dur et installer Ubuntu. Et c'est pareil pour la plupart des systèmes opératifs de Linux. La plupart des distributions de Linux sont gratuites. Vous les cherchez sur le site internet et vous pouvez formater votre disque dur, votre ordinateur Windows et mettre un Linux stable, sans antivirus, très très compétent, très attractif et joli à voir. Donc maintenant que je vous ai parlé de système opératif, on va dire d'ordinateur, on va dire de système opératif constant, c'est-à-dire qu'on allume l'ordinateur avec un système opératif, je vais vous parler de systèmes bootable, qu'on dit des systèmes bootables, live, qui sont sur des DVD ou des clés USB. Alors, c'est pareil que les distributions Linux. Il y en a plein de systèmes bootables. Toutes les Linux, presque toutes les distributions Linux sont disponibles en version bootable. Mais j'en ai retenu juste quelques-unes pour
pour leur spécialisation, en fait, pour vraiment la particularité de ce système bootable. Donc, je vais vous présenter Tails. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent Tails. Tails est un système opératif, hein, un système d'exploitation bootable qu'on installe sur une clé USB et basiquement, on va connecter la clé USB à l'ordinateur. On va démarrer l'ordinateur en lui demandant qu'il démarre avec la clé USB pour charger le système opératif qu'il y a dans la clé USB. Alors, selon les ordinateurs, hein, ça va être commande, ça va être F12 ou voilà, il faut trouver selon si c'est un Mac ou un PC. Il y a des combinaisons différentes pour lui dire de démarrer avec la clé USB. Donc, le système d'exploitation portable, c'est un système qui est compatible avec plusieurs plateformes matérielles et qui peut également être facilement transporté sur un disque physique, donc une clé USB, un DVD, un CD, voire un disque dur externe. L'exécution du système d'exploitation à partir d'un DVD ou d'une clé USB est appelée live, même si le système d'exploitation portable est léger. Il ne faut pas sous-estimer les performances et la plupart des logiciels en bénéficient d'un fort soutien de la communauté, quoi. Donc, il n'y a rien de mal en plus à créer une clé USB comme ça avec un système live pour un jour sauver votre ordinateur mort et le transformer en un PC vivant. Beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes, ouais, mon ordinateur il est mort, il marche plus, il démarre plus, le système opératif ne démarre plus. Ben, avec ce genre de clé, on se connecte à l'ordinateur, on peut rentrer dans le disque dur, tout sauvegarder et partir. Et remettre peut-être en place les problèmes ou formater. Voilà. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'était un peu dans le générique du système live. Je vais parler plus particulièrement de Tails maintenant. Tails, en fait, c'est un acronyme de The Amnesic Incognito Live System. C'est une distribution Linux basée sur Debian, axée sur la sécurité et visant à préserver la vie privée et l'anonymat. Toutes ces connexions entrantes et sortantes sont forcées de passer par Tor. Alors, je reviendrai plus tard sur Tor, parce que je suis sûr qu'il y en a d'entre vous aussi qui ont entendu parler du navigateur et du moteur Tor. Donc, toutes les connexions non anonymes sont bloquées. Le système est conçu pour être démarré comme un DVD ou une clé USB en direct et ne laissera aucune trace numérique sur la machine, donc sur le host, sauf si on lui demande explicitement de le faire. Le projet Tor a apporté un soutien financier à son développement, donc au développement de Tails. Et selon le projet Wonix, en comparaison avec d'autres logiciels ou plateformes centrées sur l'anonymat, Tails est mieux adapté pour les utilisateurs à haut risque qui font face à une surveillance agressive et ciblée. Et la dernière version de Tails aussi, elle est livrée avec Secure Boots. Donc, Tails est un système d'exploitation portable qui protège votre vie privée et vous aide à contourner la censure. Alors après, il faut savoir utiliser Tails parce que c'est comme ça. Donc, en plus, c'est très pratique parce que c'est vrai que plutôt que des fois d'emporter un ordinateur portable avec soi parce qu'on part en voyage et on a besoin je sais pas, de partager des documents, d'envoyer des mails, d'être en contact avec son réseau, plutôt que de prendre un ordinateur avec nous, on peut prendre une clé USB qu'on va brancher sur n'importe quel ordinateur, que ce soit Mac, que ce soit Windows, que ce soit un ancien ou un vieux PC. On pourra connecter la clé dessus et le faire tourner et démarrer notre système opératif et envoyer les mails qu'on a besoin de faire et tout ça. Alors, après, il y a des utilisateurs, on va dire, un peu plus clés pour Tails, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui aurait besoin d'utiliser un système comme Tails ou qui aurait besoin d'avoir autant d'anonymité et privacité, même si au fond, en fait, on a tous le droit d'avoir personne qui nous suit et qui regarde ce qu'on fait sur Internet. Hein, on est tous d'accord. Mais il y a des pays où il y a une censure très forte. Il y a des gens, des journalistes aussi, qui sont menacés dans certains pays et qui ont besoin de se communiquer et d'utiliser des systèmes qui sont pratiquement intraçables ou très difficilement visibles et qui peuvent utiliser ce système pour communiquer, pour envoyer des documents. Donc, qui peut utiliser Tails?
Donc, il y a des activistes aussi qui l'utilisent afin de cacher leur identité. Il y a des journalistes qui veulent protéger leurs sources et les sources aussi de ces journalistes qui traitent des informations sensibles et qui doivent accéder aussi peut-être à Internet dans des endroits peu sûrs. Il y a des survivantes de violences domestiques aussi qui utilisent Tails pour échapper à la surveillance à la maison. Et il y a eu le cas notamment du coup d'une femme qui avait pu transmettre les preuves du médecin comme quoi elle avait été soumise à des violences. Et son mari, en fait, connaissait très bien l'informatique, mais du coup, en fait, il ne connaissait pas Tails. Et elle a pu envoyer tout plein de documents à des associations et à des protecteurs, on va dire, de violences domestiques pour les preuves. Et en fait, ça a pu être fait à travers Tails, parce qu'elle a branché Tails sur l'ordinateur, ça a laissé aucune trace. Voilà. Et après, ben, le gars, il est tombé. Donc aussi, voilà, c'est aussi des bonnes fins. Et puis après, c'est vous. C'est à partir du moment où vous avez besoin de plus d'intimité dans ce monde numérique, n'hésitez pas à utiliser Tails. Alors moi, Tails, ça me plaît beaucoup, personnellement. Je l'utilise depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que c'est super pratique pour voyager, pour partager des informations confidentielles. Tout est ultra carré. Si vous faites un bon mot de passe quand vous démarrez Tails, même si vous perdez votre clé USB, ça sera très difficile. Alors, il n'y a rien d'impossible dans le monde numérique et Internet et informatique. Mais si votre mot de passe est solide, que vous avez mis des fichiers dans la partition permanente qui est cryptée, ça sera très difficile d'y accéder. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes avec ça. Notamment, Juste une Tails. question sur, Oui, la clé USB requise pour Tails. Il faut qu'elle soit de grosse capacité ou quoi? non, non, non. Il faut que ce soit de 8 gigas au moins. Donc, Tails, il y a aussi les logiciels qui viennent avec Tails qui sont déjà installés dans la clé, on va dire, quand on fait le flash, quand on flash la clé. En fait, sont très, très intéressants. Il y a notamment le Onion Share. Onion Share, en fait, c'est un système de partage de documents complètement crypté et anonyme. C'est-à-dire que vous avez un document, vous allez le mettre dans la fenêtre de Onion Share. Une fois qu'il sera lu et crypté, ils vont vous donner un lien qui va être un lien .oignon qu'on retrouve sur Tor. Et c'est uniquement avec Tor, donc le moteur de recherche, navigateur Tor, qu'on va pouvoir accéder à ça et le partager. Et c'est très, très intéressant parce que dès qu'on va éteindre l'ordinateur ou arrêter Onion Share, le document ne sera plus partagé. Donc, si tous les jours, à la même heure, on doit partager le document, c'est vraiment un super truc. Notamment Onion Share, on pourrait dire, ça peut être une toute petite version de Secure Drop. Et Secure Drop, c'est encore autre chose, mais aussi c'est pareil, c'est basé avec Tor. On en reviendra tout à l'heure. Pour parler aussi, du coup, on va passer du coq à l'âne un peu, mais donc on parlait de système opératif portable live sur clé USB. Il y a un tout petit système opératif qui s'appelle Damn Small Linux, qui est en plus, donc, ils les appellent le DSL. Et c'est en fait un tout petit système opératif qui utilise que 50 mégas de place. Donc, vous imaginez un peu aujourd'hui dans ce monde d'information où l'information est de plus en plus lourde. 50 mégas, c'est rien du tout. Et en plus, l'avantage de ce Damn Small Linux qu'on peut démarrer avec une clé USB, c'est qu'il peut démarrer sur des vieux ordinateurs du style Pentium 1 ou les i486 de l'époque. Donc en fait, voilà, il utilise très peu de ressources et ça vous permet de pouvoir faire tourner des vieilles machines, quoi. Ce que je trouve absolument formidable. Donc après aussi, il y a Cubes qui est disponible en live USB. Donc voilà, ça c'était un peu pour les systèmes portables, pour les systèmes live qu'on porte dans une clé USB. Donc aussi, vous avez le choix entre une multitude. Peut-être Tails ne sera pas pour vous, mais vous pourrez peut-être utiliser des versions des distributions de Linux. Ubuntu, elles existent. Il y a Mint aussi. Enfin, il y a plein d'autres. La plupart des distributions Linux sont disponibles en live aussi. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, des lives, on va rentrer dans un autre champ. Ça sera celui des navigateurs de web et les moteurs de recherche. Donc, bien sûr, il y a une multitude
de moteurs de recherche, de navigateurs sur Internet, mais il y en a à gogo. Vous connaissez tous, hein, donc un navigateur web browser en anglais, hein, c'est un logiciel conçu pour consulter et afficher le World Wide Web, donc le www. Hein. Techniquement, on pourrait dire que c'est au minimum un client HTTP. Donc, vous avez le choix entre une multitude de navigateurs. Vraiment, il existe de nombreux navigateurs web pour toutes sortes de matériel. Donc, ordinateur personnel, tablette tactile, téléphone, les smartphones et différents systèmes d'exploitation. Donc, GNU Linux, Windows, Mac OS, les iOS, quand c'est les Apple, les iPhones, hein, et Android. Dans les années 2010, donc il y a 10 ans déjà, les plus utilisés étaient Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer Edge, et le Safari et aussi Opera. Aujourd'hui, c'est basiquement Google Chrome qui est omniprésent avec le moteur de recherche Google pour la plupart. Donc, pareil, il y a une énorme quantité de moteurs de recherche. Bing, Quant, Yahoo, Yandex, Clicks, Brave, DuckDuckGo, Lycos, Mautic, voilà, Sozo, SwissCows, il y en a plein de moteurs de recherche. Mais du coup, la question est, est-ce que, en fait, on est obligé de prendre les moteurs de recherche que tout le monde utilise? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des moteurs de recherche qui sont peut-être plus adaptés à nos besoins ou qui représentent un peu plus notre état d'esprit? Parce que on pourrait par exemple parler de Ecosia. Ecosia est un moteur de recherche en fait qui donne 80% de ses bénéfices pour replanter des arbres en Afrique après la déforestation, le déboisement qui a eu lieu dans ces pays-là. Donc, c'est pas une entreprise qui va être pro privacité, anonymité sur Internet et tout ça. Par contre, eux, c'est l'écologie. Et les bénéfices qu'ils vont faire avec cet argent, ils vont la donner pour planter des arbres. Et donc, il y aurait peut-être des gens qui disent ah, ben moi, j'ai plutôt utilisé Ecosia parce que ça me correspond plus. Il y a par exemple DuckDuckGo. DuckDuckGo, c'est le moteur de recherche qui est sur Tor, et entre autres. Et DuckDuckGo, en fait, c'est vraiment pro-privacité. Lui, il enregistre rien du tout. Il bloque chaque fois qu'il y a des trucs de Google qui veut prendre de vos informations et il vous le dit à chaque fois. Surtout sur les versions Android aussi, c'est assez rigolo parce que on voit j'ai bloqué ça, j'ai bloqué ça, j'ai bloqué ça. Est-ce que je bloque ça? Donc voilà. Donc aussi, c'est prendre conscience des différentes outils qu'on utilise sur Internet, notamment donc les moteurs de recherche. Donc il y a une multitude, hein, il y a vraiment une multitude de moteurs de recherche. Sam, juste une question, excuse-moi. Ces moteurs de recherche, ils sont compatibles avec n'importe quel système d'exploitation, y compris Oui. si on Oui, prend oui, oui. Ubuntu ou autre? Ouais. Les moteurs de recherche sont compatibles avec n'importe quel système d'exploitation parce qu'en fait, c'est que vous choisissez un navigateur web. Donc, ça peut être Mozilla Firefox, ça peut être Safari, ça peut être Tor, ça peut être Mozilla Firefox, je l'ai déjà dit, ça peut être oui, Google Chrome, par exemple. Et sur ces navigateurs web, vous pouvez sélectionner les moteurs de recherche que vous voulez. Donc, on pourrait dire aussi que les moteurs de recherche ont dit ouais, mais moi, j'ai essayé sur Google, j'ai trouvé tout de suite, et sur DuckDuckGo, j'ai mis beaucoup plus longtemps. J'ai dû passer 3-4 pages avant de trouver ce que je cherchais. Et c'est normal, parce que la plupart des gens, ils sont sur Google. Et plus un article va être référencé, plus il va monter dans la recherche, dans la visibilité. Donc voilà, ça c'était un peu pour ce qui fait des moteurs de recherche. Après, je voudrais juste parler de Tor un petit peu plus. Attends, alors 30 secondes, un moteur de recherche, la surveillance de masse finalement, elle va passer par quoi? Par le système d'exploitation ou par le moteur de recherche ou par les deux? Partout. Donc c'est pour ça qu'en fait, À partir du moment où vous êtes sur Windows avec Google Chrome et Google, après je vais en parler un peu plus tard, vous serez constamment traqué. Chaque fois que vous allez faire un double clic, quand vous allez faire un sweep avec votre iPhone ou avec votre smartphone, quand vous allez taper quand vous allez taper dans le moteur de recherche de Google, vos habitudes sur Internet,
vos tendances. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous avez toute une équipe de gens autour de vous qui vont regarder. Ah ouais, mais tes chaussures, ben moi, je pourrais t'offrir d'autres chaussures. Ah, mais tu as vu comme tu marches, je pourrais t'offrir une session de aquagym pour que tu puisses marcher mieux ou de. Voilà, tu as vu tes cheveux? Ah, bah, je pense que voilà. En fait, pour faire une. C'est une analogie, hein, c'est une métaphore, mais c'est exactement ce qui se passe sur Internet quand on utilise Internet sans conscience. Parce que on a pris conscience sur notre alimentation, on a pris conscience sur notre santé, on a pris conscience sur les ondes électromagnétiques, sur la 5G, on a pris conscience sur plein de choses récemment. Et depuis des temps, il y a des gens que ils ont toujours été bio, pourtant ils n'ont pas besoin d'avoir le label pour être bio. Enfin, voilà, on sait très bien ça. Mais il y a très peu de conscience par rapport à notre identité numérique qu'on laisse sur Internet. Et, euh, et il faut vraiment prendre ça en conscience parce que l'identité numérique, on l'a à vie. Et ce sont des années et des années de données qui sont partagées avec des tiers, avec des entreprises qui fabriquent des produits et tout ça. Alors on peut dire, oui, mais moi, j'ai rien à cacher. Mais en fait, du fait qu'on n'ait rien à cacher, est-ce qu'on a envie de partager nos données personnelles pour que des entreprises tiers fassent des produits avec lesquels ils vont gagner de l'argent? Donc à la fin, on a encore plus des consommateurs parce qu'en plus, ce sont des sondages et des données qu'on utilise après pour nous manipuler. Donc voilà, plus on va être conscient là-dessus, plus on va utiliser des outils qui vont protéger notre privacité, qui vont protéger notre anonymité sur Internet. Donc c'est pour ça que là, je voulais vous parler de Tor. Parce que, en mon point de vue, Tor, c'est le meilleur navigateur web qu'il y a pour l'anonymité et pour ne pas être tracé. Tor est un réseau informatique superposé, mondial et décentralisé. Hein, il se compose d'un certain nombre de serveurs appelés nœuds. Et chacun peut installer un nœud chez soi, si on veut, ou dans son entreprise pour aider pour favoriser le flux des informations Tor. Et le réseau et la liste, en fait, elle est publique. Ce réseau permet d'anonymiser l'origine des connexions TCP. Cela peut servir, entre autres, servir à anonymiser la source. C'est une session de navigation web ou de messagerie instantanée. Cependant, l'anonymisation du flux n'est pas totale, car l'application peut transmettre des informations annexes permettant d'identifier la personne. C'est pourquoi Tor a développé son navigateur web basé sur Firefox et il s'appelle le Tor Browser. Alors, il y a aussi d'autres applications spécialement modifiées pour préserver l'anonymat et leurs usagers. L'implémentation de référence du protocole s'appelle Tor. C'est un logiciel libre sous licence BSD révisée. Donc, tout le monde peut se télécharger Tor. Après, il faut savoir utiliser Tor. Tor aussi, c'est aussi la clé et la seule porte possible pour entrer dans le dark web ou le deep web ou le darknet. Enfin, il a plein de noms différents. Mais on ne peut que rentrer dans ces endroits-là avec Tor. Du moins, entrer en sécurité, avec un VPN aussi. Et avant, je parlais de OnionShare. Eh bien, OnionShare, on peut y accéder que si on a Tor installé. Donc, il y a plusieurs niveaux de configuration de Tor si on veut vraiment un niveau de protection ultra strict ou si on a un niveau assez relaxé, on va dire, entre guillemets. Tor est utilisé pour se protéger contre une certaine forme de surveillance d'Internet connue sous le nom d'analyse de trafic. Cette analyse est utilisée pour déterminer qui communique avec qui sur un réseau public. Connaître la source et la destination de votre trafic peut permettre à des personnes de traquer votre comportement et vos intérêts. Donc, je le commentais juste il y a une seconde, que voilà, on va analyser vos données, on va analyser comment vous bougez sur Internet, qui sont vos amis, comment vous communiquez, et après on va vous vendre des produits, ou on va vous manipuler avec ça. Donc voilà, là je voulais du coup, une fois qu'on a parlé de moteur de recherche, de navigateur, donc il y a une quantité de navigateurs, de web et de moteurs de recherche. Selon vos besoins, selon vos envies et votre philosophie, n'hésitez pas à faire des recherches. Donc, je mets le lien de Tor Project, là, vous le voyez sur l'écran, donc c'est torproject.org. Téléchargez-le, essayez-le, et vous allez voir.
Et suivez aussi, documentez-vous. N'hésitez pas à lire la documentation parce qu'il faut savoir que tous ces logiciels libres ou open source sont très, très bien documentés. Et la documentation est extrêmement complète et très, très minutieusement faite. Et quelqu'un qui veut se documenter et qui est très intéressé va trouver son bonheur. Mais qui nous garantit qu'on n'est pas autant surveillé sur ce genre de logiciel libre qu'avec d'autres? Parce que c'est la manière que vous allez utiliser ce genre de logiciel. Le Parce que chemin par lequel on passe, en fait, depuis, par exemple, si je mets Tor demain sur mon ordi et que je veux aller dans le web, ça va être un vrai labyrinthe tellement confus que ça sera beaucoup plus difficile pour me suivre que si je passais par Google, qui est une autoroute, en gros. oui, alors en fait, Tor, lui, on va dire, il utilise plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs pour masquer l'IP, en fait. Donc, C'est pour ça l'IP ne sera qu'on pas dit la que c'est même. par couche. Alors, il y a trois couches d'encryptation qui protègent la connexion pendant que vous êtes connecté. Par contre, c'est vrai que la communication passe entre plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs, pour masquer votre IP. Donc, si vous regardez votre IP avec, par exemple, vous pouvez aller sur whatip.k, donc c'est à Californie, vous pouvez voir l'IP de chez vous. Et une fois que vous êtes connecté à Tor, en fait, il va vous donner une autre IP. L'IP, c'est l'adresse qui correspond à un ordinateur donné, c'est ça, hein? On Oui, est ou à une d'accord. connexion d'Internet plutôt, à votre routeur de chez vous. Et à chaque ordinateur va être attribué une IP différente aussi. Mais du coup, avec Tor, surtout dans les pays où il y a une grande censure ou tout simplement parce que moi, j'ai pas envie qu'on sache ce qu'on fait. Après, voilà, c'est que Tor, par exemple, pour regarder des vidéos sur YouTube, c'est pas du tout fait pour ça. Parce qu'en fait, le flash, pardon, tout ce qui est, je perds mon français, mais toutes les vidéos YouTube, voilà, donnent énormément de données sur la source, sur qui regarde, sur comment est la configuration dans votre ordinateur. Si vous mettrez en plein écran, si vous ne mettez pas en plein écran, tout ça, ce sont des données qui sont partagées. Et Tor n'est pas fait pour regarder des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, Quand on YouTube, regarde voilà. YouTube, on a l'impression que c'est nous qui regardons, mais en fait, c'est nous qui sommes regardés. Alors, oui, mais c'est pas, mais c'est pas seulement YouTube, c'est chaque fois que vous tapez quelque chose sur Google Chrome avec Google, vous êtes mais tellement regardé. Mais je vais y arriver tout à l'heure. Je vais y arriver tout à l'heure. Là, je vais avancer un petit peu. Je vais Pardon, parler des systèmes opératifs pour smartphone. Et on connaît iOS, donc les téléphones de iPhone, hein, Apple. On connaît aussi Android, qui a 80% du marché sur les téléphones. Et avant aussi, bon, il y avait le Windows Phone, qui est mort depuis 2019. Windows Phone n'existe plus. J'allais presque dire tant mieux. Je m'en réjouis quand même quelque part. Au moins, voilà. Mais j'ai découvert là récemment, bon, alors après, il y a plein d'alternatives possibles sur les systèmes opératifs ou systèmes d'exploitation pour les smartphones, hein. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Mais j'en ai découvert un qui m'a vraiment fait tilter et qui m'a beaucoup plu, que j'ai personnellement testé, flashé, j'ai trouvé la ROM pour mon smartphone et je l'ai flashé sur mon téléphone. Et ça marche très bien. Et je voulais vous présenter un système d'exploitation de portable qui s'appelle E. Et en fait, c'est quand on regarde, je vais vous montrer, c'est E, c'est le logo de Google, on dirait à l'envers et devant un miroir. E est un magnifique système d'exploitation pour les téléphones portables qui ont vraiment une philosophie et une architecture pour la privacité. C'est un écosystème mobile complet entièrement dégooglisé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par dégooglisé? Ben, vous savez tous qu'il y avait des téléphones, des smartphones, soit vous êtes sur iPhone ou soit vous êtes sur Android. Vous avez besoin d'un compte Google pour pouvoir vous connecter au Play Store ou à l'App Store pour pouvoir télécharger des applications et avoir accès aux actualisations, des mises à jour de votre système opératif du téléphone. Eh bien, ce téléphone-là, ce système opératif est complètement dégooglisé. Donc, il n'y a pas de compte Google. Sam, Il y on a ne un vous compte. entend plus? Ah, est-ce que je suis là? Tu es bien là et on t'entend? Ah, d'accord. Oui, Bon, moi je l'entends très bien. donc très bien. Pardon, Donc, passe-moi à E est un écosystème mobile complet, entièrement dégooglisé. Et ça, c'est très intéressant.
Ils auraient pu se concentrer uniquement sur un système d'exploitation, mais les applications et les services en ligne sont également des éléments essentiels à l'expérience d'un smartphone. Donc, le système d'exploitation mobile et les applications soigneusement sélectionnées forment un ensemble d'environnements internes de confidentialité pour les téléphones mobiles. Et c'est associé à des services en ligne tels qu'un moteur de recherche, le courrier électronique, le stockage et autres outils en ligne. Il crée un environnement unique de confidentialité très intéressant. Alors, au cœur du système d'exploitation, il faut savoir que, et c'est là où je voulais en venir avec ce que tout à l'heure vous disiez, Delphine, que de quelle manière est-ce qu'on est surveillé sur Internet? Notre activité online, qu'est-ce que ça représente? Et en fait, cette entreprise, donc il y a un Français qui est à la tête qui est le président de la fondation. En fait, ils ont partagé une étude. Et en fait, eux, ils étaient déjà dans cette démarche-là, mais sur leur site internet que vous pouvez visiter, ils partagent cette étude que je vais partager avec vous ce soir. Et c'est qu'en fait, eux, ils sont un peu là en disant oui, c'est vrai qu'au cours de ces 10 dernières années, les téléphones portables ont fortement évolué et sont devenus nos compagnons quotidiens, à portée de main et à tout moment, mais aussi ils se sont transformés discrètement en dispositifs de surveillance. C'est vrai que quand on regarde la quantité de hardware qu'a un téléphone portable, caméra, micro, haut-parleur, senseur de lumière, de mouvement, GPS, en fait, c'est le parfait l'ennemi de l'espion, quoi. Et du coup, c'est vrai que partageant autant de données personnelles au plus offrant aux agences en plus gouvernementales pour prévoir et influencer nos actions. Donc, c'est vrai que on a un super outil dans la main qui en plus partage nos données à des tiers qui nous influencent au quotidien. Donc, je vais vous partager une étude qui a été publiée par Digital Content Next, qui a été publiée en août 2018. Donc, imaginez-vous en plus que là, en plus, ces derniers mois, avec cette pseudo-pandémie, et ils ne se sont pas gênés aussi pour nous quitter des libertés et pour un peu plus serrer la vis. Mais du coup, c'est que je vous cite l'étude, je vous lis quelques lignes, si vous voulez bien. C'est que, alors que le public s'est concentré sur le scandale en cours sur Facebook et Cambridge Analytica, Google a largement évité l'examen public de ses pratiques de collecte de données. Malgré sa capacité à collecter beaucoup plus de données personnelles sur les consommateurs à travers d'une variété de points de contact, des efforts ont été faits pour documenter les pratiques individuelles de Google, comme par exemple ses efforts pour contourner les contrôles sur Safari. Plus récemment, une enquête de l'Associated Press a révélé que Google continue à suivre les données de localisation même après qu'un consommateur a éteint le paramètre. Bien que ces efforts de recherche aient été importants pour le dialogue sur les politiques publiques, il n'existe aucune recherche qui examine l'étendue et la profondeur des données collectées par Google. Les principales conclusions sont les suivantes. Donc, accrochez-vous bien. Un téléphone Android dormant et stationnaire, donc en mode, voilà, vous avez éteint l'écran, mais avec le navigateur Chrome actif en arrière-plan, a communiqué des informations de localisation à Google 340 fois au cours d'une période de 24 heures, soit une moyenne de 14 communications de données par heure. En fait, les informations de localisation ont constitué 35% de tous les échantillons de données envoyés à Google. À titre de comparaison, une expérience similaire a révélé que sur un appareil iOS, donc un iPhone, ou un iPad, avec Safari, mais pas avec Chrome, Google ne pouvait pas collecter de données appréciables à moins qu'un utilisateur n'interagisse avec l'appareil. De plus, un téléphone Android inactif utilisant le navigateur Chrome renvoie à Google près de 50 fois plus de demandes de données par heure qu'un téléphone iOS inactif utilisant Safari. Alors, je ne sais pas aussi si vous avez vu récemment que Apple et Google, pendant le confinement, ils se sont bien mis ensemble pour développer les applications de traçage et tout ça. Donc, basiquement, le flair me dit que Apple, il lui a ouvert une backdoor à Google.
Donc, Google a la possibilité d'associer des données anonymes collectées par des moyens passifs aux informations personnelles de l'utilisateur. Google réalise cette association en grande partie grâce à la publicité, qui sont censées être anonymes et collectent des données sur l'activité des applications et les visites de pages web de tiers. Donc, peuvent être associés à la véritable identité de Google d'un utilisateur par le biais de la transmission d'informations d'identification au niveau de l'appareil au serveur de Google par un appareil Android. Donc, voilà, cette étude a été de 2018. Vous pouvez lire l'étude complète, très intéressante, sur le site internet du coup de E-Fondation. Donc, ici, on voit aussi un petit schéma là, de l'engin de l'analyse de Google. Donc, les données collectées, tous les publicités qui sont spécifiquement et qui sont très personnalisées selon ce que vous recherchez sur Internet. Si ce que vous cherchez sur Internet, ce sont, voilà, chacun a ses goûts et chacun a ses souhaits et a ses orientations. Et du coup, tout le monde cherche selon. Et du coup, il y a des publicités spécifiques à toutes ces personnes. Montres, chaussures, voitures, enfin, ça va dans tous les sens. Si on cherche des voitures toute la journée, ben, on va avoir des ads de voitures tout le temps qui va nous proposer de trucs, d'acheter d'occasion. Ah, puis, bah oui. Et, euh, et on est constamment traqué. Donc, on a la possibilité d'arrêter d'être traqué avec ce système opératif que proposent eux. Bien sûr, si c'est pour utiliser eux et après télécharger Google et utiliser Google, ça n'a aucun sens. Même si le système opératif va tout faire de son mieux pour rester anonyme, au bout d'un moment, il faut rester cohérent. Donc, eux, basiquement, la mission, c'est de rendre accessible à tous une technologie qui respecte la vie privée des utilisateurs. Vous pouvez le voir sur leur site internet. Il est temps de reprendre contrôle de nos données personnelles et de reprendre le contrôle sur les téléphones portables. Parce que c'est vrai qu'on s'est laissé, ouais, tout le monde a un portable, c'est chouette, on se communique, on a un ordinateur, on a accès à de l'information, mais il est temps vraiment qu'on se remette en cause et qu'on se demande, est-ce que j'utilise ça vraiment à conscience? Est-ce que je choisis vraiment les outils que j'ai besoin ou est-ce que je suis juste en train de suivre une dynamique généralisée? Donc tout le monde mérite le respect de la vie privée, surtout sur son smartphone ou sur son ordinateur, je rajouterais même. Le E Foundation, c'est un projet à but non lucratif porté par une équipe internationale d'entrepreneurs, de développeurs et de concepteurs expérimentés et par une communauté de collaborateurs en pleine croissance. Donc, c'est vrai que le noyau de E, ce sont vraiment des gens super. Hein. J'ai perdu le nom du gars qui est le président de cette fondation. C'est un gourou de Linux depuis longtemps en France. Il a un compte Twitter et c'est vraiment très chouette. Je vous recommande de rentrer sur le site internet de e.fondation et lire un petit peu la documentation. Et du coup, aujourd'hui, il y a 92 modèles de téléphones portables qui sont compatibles avec ce système opératif. Alors, il faut savoir aussi que c'est un système opératif qui vient tout juste d'être lancé il y a 2 ans, 3 ans, même pas. Et la version actuelle est encore une version bêta. Donc, quand on dit une version bêta, ce sont des versions qui sont en test, que les gens testent. Donc, moi, je l'ai téléchargé, je l'ai flashé j'ai trouvé la ROM pour mon smartphone. Je l'ai testé et franchement, c'est super chouette. C'est super chouette. C'est très agréable à utiliser. Pas Google. Pour synchroniser, on peut faire un compte sur le serveur de E-Fondation, complètement anonyme, qui trace personne et qui embête personne. Donc, très cohérent dans leurs produits. En tout cas, c'est gratuit et vous pouvez le télécharger vous-même. Il y a la liste des smartphones disponibles sur leur site internet pour voir si votre smartphone et la ROM du smartphone que vous avez est disponible. Et vous pouvez la télécharger, suivre les instructions. Alors, il faut être un peu à l'aise avec les commandes de terminal et tout ça. Mais ils sont en train de travailler déjà sur une version qui est déjà un installeur automatique. Donc, on branche le téléphone USB, on installe et c'est fait. Donc voilà. Système d'exploitation mobile, c'est vraiment respecter la vie privée des utilisateurs avant le profit. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils défendent dans leur concept.
Donc, ce n'est pas une politique seulement, c'est vraiment une architecture, hein, on est d'accord, on en parlait tout à l'heure. Donc maintenant, on a parlé de téléphone portable et de différents systèmes opératifs. Il en existe beaucoup, comme je disais, mais j'ai choisi de parler de ce projet qui me semblait, je dirais pas le meilleur parce qu'il n'y a pas de meilleur, il n'y a que des choses qui sont adaptées, hein, voilà, mais vraiment, ça me paraissait vraiment chouette. Dégoogliser, arrêter d'être suivi et tout ça, moi en tout cas, c'est quelque chose qui personnellement me parle beaucoup. Donc là, je voulais venir à parler, pour suivre un petit peu dans cette démarche de conscientisation, pardon, de recherche, tout simplement d'applications, de logiciels, de clients mail, de systèmes opératifs qui respectent notre vie privée, qui ne sont pas toujours en train de nous traquer, de nous vendre des choses, qui sont en train d'analyser nos données. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'écran, là, je vais parler des clients email et aussi des synchronisateurs d'email. Donc, j'ai mis Hotmail, Outlook et Gmail en bas, comme vous pouvez voir sur l'écran. C'est un peu pour faire, voilà, pour contraster entre le reste que je vous présente là. Parce que Gmail, bon, il a plein on va dire, de, d'applications de sécurité. Alors, pour rentrer sur votre compte, vous pouvez utiliser une application pour valider en 2 étapes que ce soit vraiment vous avec le téléphone et tout ça, mais ça ne les empêche pas de vous espionner à fond. C'est complètement hypocrite au fond. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue personnel sur Gmail, hein, Google. Hein, c'est mon point de vue ce que je dis ici. Hein. Donc, Hotmail, Outlook et Gmail, pour moi, ce sont vraiment des choses peut-être on pourrait arrêter de les utiliser. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un Gmail? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser d'autres clients mail qui sont beaucoup plus respectueux sur nos données? Donc, je vais commencer à parler avec, par exemple, le système de K9 Mail de Android. Donc ça, c'est pour les téléphones Android et c'est un synchronisateur de mail. Donc, vous pouvez mettre plusieurs comptes mail sur cette application. Et du coup, plutôt que chaque fois avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans laquelle vous allez envoyer des mails, vous pouvez avoir une seule application qui réunit la plupart de vos adresses mail, de vos comptes email, et vous pouvez du coup envoyer des mails, les recevoir, même si vous n'êtes pas connecté à Internet, les écrire, et dès que votre téléphone portable sera connecté à Internet, plaf, il enverra tout le paquet d'emails. Après, il y a RiseUp. RiseUp, c'est super intéressant parce que RiseUp, c'est vraiment, le concept est vraiment sur chiffrer les emails, la protection, la sécurité absolue. Et on ne peut pas ouvrir un compte RiseUp n'importe comment. Pour ouvrir un compte RiseUp, il faut obligatoire maintenant recevoir une invitation de quelqu'un qui a déjà un compte RiseUp. Alors avant, on pouvait envoyer un mail à RiseUp en leur disant oui, voilà, je m'appelle Tintin, je fais partie de telle organisation, on est au Tibet en train de voilà, et mon organisation a besoin d'annuité. Et ça mettait un certain temps, mais on recevait du coup un code pour pouvoir ouvrir un compte. Mais ça, maintenant, ils ont arrêté, selon mes dernières recherches. Donc, RiseUp, voilà, très fermé, crypté, ultra chiffré. Si on n'utilise pas son mail pendant 6 mois, ils effacent le compte pour des raisons de sécurité et aussi pour ne pas perdre trop de place sur les serveurs. Après, on a donc le mail, l'application mail de Apple, qui est très puissante, très performante, dont on peut synchroniser et rajouter les comptes de la plupart de nos adresses mail, sauf ProtonMail. Hein. ProtonMail, il a sa propre application et moi, je ne suis pas arrivé à le configurer en, en MAPI ni en POP pour pouvoir synchroniser les mails avec un autre synchronisateur. Donc voilà. Après, on a ProtonMail. Donc pourquoi ProtonMail est une entreprise suisse très sérieuse qui prend vraiment, voilà, qui prend les choses au sérieux concernant la sécurité, la privacité et le chiffrement des mails. Les mails sont cryptés de bout en bout tant qu'on les envoie d'adresse ProtonMail à ProtonMail. C'est gratuit. Et puis, si on veut, on peut payer une adresse mail pour avoir accès à toutes les fonctions et en plus à participer à un projet. Donc, il y a plein d'options. Comme je dis, hein, il y en a beaucoup plus d'autres.
Mais j'ai fait un petit, voilà. Donc RiseUp, Thunderbird, c'est pareil, c'est un synchronisateur d'email qu'on retrouve notamment sur Tor, si je, pardon, sur Tails, si je ne me trompe pas. K9 Mail, on le retrouve sur Android, c'est une application qu'on peut télécharger. Mail, vous le connaissez, c'est l'application dédiée au système des MacBook Pro, des Mac ou des iPhones et tout ça. Et ProtonMail, ben voilà, il y a cette application où on peut être sur le site de protonmail.ch ou .com, se faire une adresse mail et avoir un mail qui cartonnent. En fait, des gens qui prennent la privacité au sérieux, pas une entreprise qui veulent vous vendre ou qui veulent vous espionner. Et c'est là où, pour moi, toute la différence. Donc, voici un peu les différentes. Alors, hein, je répète encore une fois, hein, je suis sûr que vous en connaissez plein d'autres et qui, bien sûr, existent et qui ne sont pas pires ou pas meilleures. Hein. C'est juste quelques-unes que j'ai choisi de mettre un peu en avant qui m'ont bien plu. Donc, maintenant, je vais passer à autre chose aussi, c'est les apps de communication et les réseaux sociaux. Alors pareil, là j'en ai glissé quelques-uns que tout le monde connaît, hein, Facebook, Twitter, WhatsApp, ok, bon, ok. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, sur Facebook et WhatsApp. On connaît, on a entendu parler. Facebook, rien ne vous appartient. Tout ce que vous mettez à Facebook appartient à Facebook. Ne mettez jamais les photos de vos enfants sur Facebook, s'il vous plaît. Soyez conscient avec ça. Ne mettez pas les photos de vos enfants sur Facebook. C'est une grande erreur. Il ne faut pas mettre tout ce qui est mis sur Facebook, toutes les photos qui sont mises sur Facebook appartiennent à Facebook. Il y a des boutons qui ont été récemment ajoutés lors du confinement pour soi-disant protéger votre liberté. Ce bouton ne fait strictement rien du tout. Hein. Facebook, c'est vraiment une passoire. Facebook vend vos données à des entreprises tiers. WhatsApp, c'est pareil, parce que WhatsApp, maintenant, appartient à Facebook. Il n'y a rien de sûr sur WhatsApp. Donc, je vais vous lire d'ailleurs un petit article sur WhatsApp qui en plus, il est de 2019. Donc, hein, il a été publié le 14 mai 2019. Les promesses de respect de la vie privée sont l'une des raisons pour lesquelles WhatsApp, d'ailleurs, est devenue l'application de messagerie la plus populaire au monde. Plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde utilisent l'application de Facebook avec la certitude que leurs messages seront cryptés de bout en bout. Mais ce que ce cryptage signifie pour la sécurité est souvent mal compris. Et ce manque de clarté peut avoir un coût énorme pour les utilisateurs. Cette semaine, donc la semaine du 14 mai 2019, WhatsApp a été la cible d'un logiciel espion sophistiqué conçu par la société de sécurité privée israélienne NSO Group. Bien que l'attaque n'ait pas explicitement en fait violé le cryptage de WhatsApp, elle a révélé comment ces services soi-disant sûrs pouvaient être manipulés par des logiciels espions pour aider les pirates à surveiller les moindres mouvements et leurs cibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les rideaux, les grands boss de ces applications, eh ben, ils font des superbes ententes. Et nous, on est tous là à partager nos données. Ouais, c'est chouette, WhatsApp et tout ça. Moi, je pense qu'on devrait un peu arrêter d'utiliser ces applications. Parce qu'aussi, c'est le pouvoir. Si on donne tous les jours notre argent à Coca-Cola, bah Coca-Cola va devenir puissant. Si on donne tous les jours, si on choisit d'utiliser l'application qui sont plutôt sûres, éthiques, qui ont plutôt voilà, qui ont une vraie philosophie ou une vraie politique ou une vraie architecture de votre vie privée, de respect, hein, de respect avant tout, bah, on pourrait utiliser d'autres applications. Donc, c'est bien de parler de Facebook, de dire voilà, ouais, Facebook, WhatsApp, bon, on a tous entendu ça. Hein. Du coup, je voulais vous proposer aussi des applications qui sont vraiment chouettes, qui marchent super bien, qui sont open source, gratuites, qui veillent pour qui ont cette mentalité dès le départ de bienveillance par rapport à vos données. Donc, il y a Silence, par exemple. Bon, Silence, c'est une simple application de SMS et MMS. C'est complètement chiffré de bout à bout pour les utilisateurs de Silence. C'est pas mal, c'est assez chouette. Après, il y a Wire aussi. Wire, c'est pas mal. C'est pas mal. Pareil, c'est chiffrage, maximum sécurité, tout ce qu'on veut, c'est top. Il y a Signal. Signal aussi, c'est pareil. Signal, c'est très, très, on va dire, safe comme application. Alors récemment, Signal aussi a reçu certaines critiques avec sa communauté parce qu'ils ont rajouté des PIN codes et une manière de fonctionner qui n'a pas trop plu. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous trouvez facilement sur Internet pourquoi Signal, ces derniers mois, ils ont été un peu sous l'objectif, on va dire, de nombreux utilisateurs de Signal.
Il y a beaucoup d'applications aussi qui ne demandent pas forcément votre numéro de téléphone pour travailler, pour fonctionner. Et ça, c'est chouette. Parce que moi, j'ai rien contre, après, personnellement, de mettre mon numéro de téléphone. Je trouve que ça fait partie des règles du jeu, hein. Voilà, Wire, je mets mon numéro de téléphone ou Signal, je mets mon numéro de téléphone. Et puis voilà, ça fait partie des règles du jeu. J'accepte ça. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est qu'on vole mes données, on prend pas, qu'on respecte pas ma vie privée. Donc, il y a Telegram aussi. Vous avez tous entendu parler de Telegram. Twitter aussi, qui est une plateforme d'information, hein, qui n'est pas. Au départ, quand c'est sorti Twitter, ça n'a jamais été vu comme un réseau social. Ce n'est pas du tout un réseau social. C'est une plateforme d'information et d'échange d'informations. Et Twitter, c'est pas mal, mais on a tous vu, hein, pareil que sur Facebook, que ces derniers mois, il y a eu énormément de censure et de comptes qui ont été suspendus, voire annulés ces derniers mois, juste pour ne pas porter le message officiel des États, que ce soit aux États-Unis. D'ailleurs, juste pour anecdote, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils ont même menacé le président Trump, Monsieur Trump, de lui supprimer son compte Twitter pour fake news. Alors bon, on peut se demander la légitimité, hein. C'est comme tout, on peut utiliser n'importe quelle, peut-être n'importe quelle application, mais il faut savoir ce qu'on cherche dedans, hein. Il faut savoir pourquoi on l'utilise. Après, je voulais vous parler de Riot. Alors Riot, pour moi, c'est complètement l'antithèse de Zoom. Zoom, pour moi, c'est une passoire. C'est pas chouette d'utiliser du tout, surtout sur la privacité. Il y a de nombreux articles qui ont été écrits au sujet sur Zoom, euh, qui collaborent d'ailleurs avec Facebook. Et c'est ça qui est un peu fou. C'est ça qui est fou. Le problème, c'est tellement répandu ces dernières semaines que le FBI a publié un guide pratique pour prévenir les cyberattaques, suggérant aux utilisateurs de limiter les paramètres de partage. Alors, ils installent le Zoom booming, où les pirates informatiques bombardent les participants de Zoom, enfin, des clés volées, des idées volées, des entreprises où les idées fondamentales de développement ont été volées. Donc voilà, il y a aussi des réunions d'alcooliques anonymes qui ont été complètement défoncées, si je peux utiliser cette expression. C'est pas super chouette. Et bien que l'entreprise ait depuis cessé de partager des informations inutiles, entre guillemets, sur les appareils, avec Facebook, hein, Zoom fait toujours face à un recours collectif pour ne pas avoir correctement informé les utilisateurs sur un partage de données. Alors Zoom, c'est très pratique, ça marche très bien et c'est facile d'utilisation. Mais c'est absolument pas du tout une application qui est faite qui respecte, c'est chinois en plus, hein, donc il faut savoir qu'ils ne respectent pas du tout votre intimité, votre vie privée et les documents et les informations que vous partagez. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais ok, c'est bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à Zoom? Eh bien oui, eh ben, je vais vous présenter Riot. Riot, ça, pour moi, c'est actuellement la meilleure plateforme de communication, de partage de fichiers, de chat, d'appels vocaux, de vidéoconférences qui existe actuellement sur la planète. Alors, il y en a peut-être d'autres qui sont privés des États, entre les États et tout ça, on ne les connaît pas peut-être, mais au niveau qu'on puisse nous avoir accès, hein. Euh, alors, je voudrais quand même Ça, préciser quelque chose. Je ne touche oui, aucun argent pour le fait de dire ça. Je ne suis pas d'accord. sponsorisé par Riot, je ne suis pas sponsorisé par Linux, je ne touche zéro argent pour le fait de parler de ça. Je partage juste mon expérience personnelle sur mes différentes recherches et les utilisations des différentes applications que j'ai pu faire et les constats auxquels je suis arrivé. Surtout que ce soit clair. Ça va. Merci pour cette explication. Oui, parce Juste que une je trouve que c'est question. important Il aussi est. Oui, tu as de le raison. souligner Tout parce à qu'on fait. pourrait dire oui, mais lui, voilà, il a peut-être des intérêts. Non, j'ai aucun intérêt, j'ai aucune partie prenante. Je suis juste un citoyen qui prône pour la privacité, pour la liberté, pour qu'on ne soit pas espionné, pour qu'on puisse avoir une vie sur Internet sans qu'on se fasse agresser, parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est sur Internet, mais ceux qui savent analyser, ceux qui voient derrière ce qui se passe, c'est hallucinant. Donc, Tu as raison, on ne s'en rend pas compte. Juste une on ne s'en rend question. pas compte, tout à fait. 22h05. Ah oui, Est-ce en effet. qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur la privacité et surtout les outils qui sont intrusifs dans notre vie? Alors, en fait, je voulais vous proposer de parler légèrement de Riot et après vous parler d'un site internet qui s'appelle Ethikia, absolument génial, qui est là pour vulgariser justement de comment utiliser Internet et d'une manière éthique,
ils font, voilà, pour présenter rapidement, c'est un site où ils font des conférences, ils font des ateliers, ils font de la vulgarisation. Ils ont écrit un bouquin, on parle de Héloïse Pierre et de Amélie alors, Delalin, qui ont écrit un livre faire prendre conscience aux gens de comment utiliser ces outils d'une manière beaucoup plus sereine, en fait. Et c'est vraiment génial. Et du coup, si tout se passe bien, le 2 juillet, je vais faire une interview à Héloïse Pierre, qu'elle nous parle de leur projet, qu'elle nous parle de son site internet. Donc voilà. Juste 2 secondes, parler vite fait de Riot. Parce qu'en fait, Alors, deux Riot, secondes. ouais, Delphine, on peut peut-être lui laisser un peu de temps vu qu'il y a une coupure et qu'on a Je commencé comprends tout à fait, un mais peu en retard alors et on essaye de ça me se… paraît tellement important quand même parce que c'est quand même la oui, c'est protection de nos important. données. C'est important. C'est très important parce que on prend conscience sur l'alimentation, sur les ondes électromagnétiques, mais très peu de gens prennent conscience sur leur identité numérique, sur la quantité d'informations qu'ils donnent gratuitement à des entreprises qui font des millions avec ces informations. Et en fait, on pourrait dire, ouais, mais moi, si je change d'application, personne ne va me suivre. Bah si. Et Gandhi, il a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous pouvez utiliser une autre application de communication comme Wire et demander à vos potes pourquoi tu t'installes pas à Wire, et quand on se donne rendez-vous pour le CNT ou pour se donner rendez-vous pour des recherches et tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne chatte pas là-dessus plutôt que sur les applications que tout le monde utilise? Arrêtez d'être les moutons, hein. Donc, j'y vais un peu fort, hein. Je m'excuse, mais c'est vrai que je suis des fois un petit peu sidéré parce on échange beaucoup sur la liberté, sur les projets de changer le monde, de faire quelque chose de meilleur, mais on est tous scotchés sur Facebook, qui est la première entreprise à vous quitter toutes vos libertés. C'est incompatible à mon point de vue, mais c'est mon point de vue personnel. Ça n'engage que moi. Donc pourquoi Riot? Riot, en fait, c'est un système de communication complète. Donc, je disais, vous pouvez échanger des fichiers, faire des vidéoconférences, chatter. C'est vraiment super, hein, dans un contexte privé ou professionnel. Vous possédez vos propres données, donc c'est open source aussi. C'est vraiment transparent, c'est crypté de bout en bout. Vous pouvez demander le code source pour faire un audit, donc vous savez ce que vous avez entre les mains. Donc Riot, c'est un logiciel libre, ce qui signifie que n'importe qui peut le personnaliser aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté au serveur de Riot. Vous pouvez choisir n'importe quel serveur plus sûr auquel vous confiez pour mettre vos réunions et tout ça à Riot. Alors Riot, c'est un peu plus complexe que Zoom à utiliser, mais c'est comme tout, hein. Est-ce que, est-ce que ça vaut pas la peine des fois de se documenter un peu plus, d'augmenter un peu le niveau de connaissance et de la ruche, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais juste finir avec le manifeste de Riot, c'est que nous pensons que les gens devraient avoir un contrôle total sur leur propre communication. Et ça pourrait aussi un peu conclure un peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, hein. Nous pensons que la possibilité de converser en toute sécurité et en privé est un droit fondamental. Nous pensons que la communication doit être accessible à tous en tant que réseau libre et ouvert, sans entrave, standard et mondial. Et nous croyons en la liberté. Donc voilà. Juste pour finir, quelques mots sur Ethikia. Je sais, j'ai plus le temps. Merci beaucoup de me donner ces quelques minutes de plus. Donc Ethikia, c'est pour un web plus éthique. C'est des gens qui souhaitent sensibiliser le plus grand nombre à travers des conférences, des soirées d'information, des ateliers. Nous sommes actuellement avec Héloïse, nous sommes en communication et nous sommes en train de monter des projets pour aider les gens, pour les informer sur d'autres systèmes opératifs, par exemple, et même les aider, pourquoi pas, à changer de système opératif sur ordinateur. Faire un petit peu comme les Linux Install Party que fait la communauté Linux déjà actuellement en France. Alors, pas leur prendre le truc parce que ce n'est pas du tout notre style, mais faire quelque chose qui pourrait complémenter un peu tout ça à notre manière et, en France. Donc voilà, ils ont écrit un super bouquin que je vous recommande. Ici, voici les ateliers pratiques. Donc, comment créer sa newsletter, je gère mes mails, un autre Internet existe, je tiens mon téléphone portable en laisse. Et du coup, ce livre qui a été écrit par Amélie Delalin et Héloïse Pierre sur Libre et humain à l'ère d'Internet. Plein de bonnes informations et une question qui nous concerne tous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis désolé pour le problème d'Internet et, et ces choses qui arrivent en direct, hein, comme on dit.
Je vous souhaite en tout cas vraiment de réfléchissez si vous avez vraiment besoin de suivre le mouvement ou quand on achète un ordinateur, qu'on est obligé d'être servi comme ça. Hein, qu'on peut se demander, non, mais moi, en fait, je peux m'économiser 150 balles sur le prix d'un ordinateur pour le fait de refuser Windows et d'avoir. Il y a toujours quelqu'un, le fils, la fille d'un copain qui sait installer Linux, qui peut installer un Linux Mint chez vous. C'est gratuit. Ça marche super bien. Vous n'avez pas besoin d'antivirus. Un antivirus, d'ailleurs, est complètement obsolète dans sa conception. C'est un peu comme les vaccins. On pourra se vacciner contre la grippe, mais on aura la souche obsolète et on tombera malade parce que la nouvelle souche n'est pas dans le vaccin. Donc, c'est un peu pareil. C'est complètement idiot d'avoir un antivirus sur un ordinateur qui ralentit vos ressources, qui ralentit votre bécane. Hein. Après, on peut prendre des virus parce qu'on navigue dans des endroits un peu compliqués. Hein. Donc, rentrer dans le deep web sans Tor, sans VPN et avec n'importe quel navigateur, bah ouais, bah bien fait. Non. Et il faut savoir utiliser les outils. Mais il y a une. Pour résumer, il y a différents systèmes opératifs. Il y a différents systèmes opératifs pour les téléphones portables. Il y a une multitude de choix dans vos moteurs de recherche et dans vos navigateurs web. Vous avez le choix dans vos applications et dans vos réseaux sociaux. Je pense que la conscience maintenant, à l'ère numérique dans laquelle nous vivons, on a eu assez de recul pour savoir maintenant ce qui nous convient le mieux. Est-ce qu'on veut vendre nos données? Est-ce qu'on est comme des simples produits, que ça nous va bien, on n'a rien à cacher, mais voilà, non, on a le choix. Et c'est ça le message que je voulais faire passer ce soir, c'est nous avons le choix. On a le Donc choix je sur crois, plein de choses. Oui. oui,